Au Niger, la tension entre la junte au pouvoir et la France n'a de cesse de monter. Le week-end dernier encore, une frange de la population était dans les rues de Niamey pour exiger le départ des forces militaires françaises ainsi que celui de l'ambassadeur Sylvain Ité. Une injonction également faite, sinon préalablement faite par la junte au pouvoir, mais face à laquelle la France refuse de s'exécuter. Que se passe-t-il alors entre les deux parties? Niger, que comprendre du bras de fer entre la junte au pouvoir et la France? Réponse avec Hamzat Abdoulaye, il est consultant et analyste géopolitique. Hamzat, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Juste en face de vous, Sergino Lokosso, il est analyste politique. Je propose, Sylvain, à nouveau bonjour. Bonjour, Ahmed. Je propose qu'on démarre par un extrait de ce reportage des confrères de RT. Une sortie attendue de tous les Nigériens, le Premier ministre de transition décide en effet d'évoquer la mise en œuvre de l'action gouvernementale depuis les événements du 26 juillet 2023. Face donc aux multiples objectifs des caméras de la presse nationale et internationale, Maman Ali Lamine Zen a abordé les relations avec la France, dont l'ambassadeur et les bases militaires refusent de quitter le pays, malgré la demande formellement adressée dans ce sens par les nouvelles autorités. Les forces françaises, vous avez dû voir la mobilisation qu'il y a. Le gouvernement a déjà dénoncé les accords qui leur permettent d'être sur notre territoire. Elles sont dans une position d'illégalité. Et je pense que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent de notre pays. Dans une manifestation, je suppose que vous n'êtes pas en train de dire que c'est le gouvernement qui demande aux gens de porter les drapeaux russes. Ah voilà. Mais écoutez, même en Europe, quand il y a des manifestations, on a vu des gens porter les drapeaux qu'ils souhaitent porter. Sachez que j'ai assisté à une réunion où le chef de l'État a donné des instructions claires à tous les ministres pour sensibiliser les Nigériens de manière à ce que tous les Nigériens dans une manifestation portent le drapeau du Niger, pas le drapeau de quelqu'un d'autre. Il a également... Le Premier ministre réalisé, donc Premier ministre nommé par la junte au pouvoir, qui s'exprimait un peu sur la situation au pays pour ce qui est de ce bras de fer entre la junte et la France. Hamzat Abdoulaye, que se passe-t-il concrètement au Niger entre la France et le CNSP? Alors, nous sommes dans le cadre des lendemains des jours après le coup d'État. Du 26 juillet. Exactement. Et à propos, il y a une rupture, je vais dire, des relations entre le Niger et la France qui est actée à travers deux volets principaux. Le premier volet concerne la rupture des accords de coopération militaire établis entre le Niger et la France. Et cette rupture va occasionner probablement le départ des troupes françaises du territoire nigérien. Il faut rappeler aussi que les troupes françaises sur le territoire nigérien étaient là pour deux objectifs. Le premier, c'était lutter activement contre le terrorisme. Et le deuxième objectif, c'est d'être plus ou moins un rempart pour la lutte contre l'insécurité de façon générale et globalisée dans le Sahel. La deuxième chose, c'est que cela acte aussi une rupture des relations diplomatiques et stratégiques entre les deux pays. Donc, rupture des relations bilatérales, diplomatiques et stratégiques à la fois, ce qui pourrait avoir des conséquences aussi lourdes et chargées, parce qu'il ne faut pas voir uniquement ce qui est visible du côté de l'iceberg, mais il faut aller beaucoup plus en profondeur. Aller en profondeur voudrait dire que gagne et que perd le Niger à travers cette rupture. Mais ce dont on peut être certain, c'est que en termes de pertes, parce que quand j'évoque la relation bilatérale, diplomatique et stratégique, c'est bien entendu avec des connotations économiques, financières, de soutien et de formation sur le terrain au Niger. Donc ça, c'est ce que peut perdre de facto le Niger. Mais que cherche aujourd'hui le Niger? Je finis là-dessus. Le Niger cherche aujourd'hui à
revendiquer une certaine souveraineté. Et cette souveraineté, pour ces territoires qui vivent les lendemains d'un coup d'État, est surtout traversée par ce périple qui consiste à rompre avec la France, qui, il faut le rappeler, est là pour ces deux raisons que j'ai évoquées plus tôt, lutter contre le terrorisme et établir des partenariats de façon globale et stratégique dans cette région du Sahel, qui, comme le rappellent plusieurs experts, est en réalité la frontière sud du continent européen. Alors, la France, donc, au Niger, par rapport à une coopération, enfin, sur le volet militaire, pour l'intervention de l'armée française aux côtés de l'armée nigérienne afin de lutter contre le terrorisme, mais également, on parle de formation et autres. La junte au pouvoir qui, évidemment, renonce à ces accords de coopération, Sergino Lokossou, et dans la foulée, on apprend aussi que l'ambassadeur français au pays, Sylvain Ité notamment, est sommé de quitter le territoire national. Quelle compréhension rattachée à tout ceci? Oui, c'est... les relations ne sont plus au beau-fils. Je pense que la France ne veut pas que l'ambassadeur quitte, puisque la France n'a pas encore cédé à cette demande de la junte au Niger. C'est vrai que la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a dit que la France ne peut plus assurer ses missions antiterroristes au Niger, mais elle n'a plus donné trop de précisions par rapport à ça. Je crois que l'ambassadeur est encore au Niger, et le ministre nigérien des Affaires étrangères a précisé que tant qu'il est dans l'ambassade, c'est considéré qu'il est toujours en France, et que c'est quand il va sortir de l'ambassade il est dans une posture illégale, et donc on peut le traiter comme cela se doit, on peut le traiter tel quoi. Donc je pense que les relations entre la France et le Niger ne sont plus au beau-fixe. C'est vrai que depuis l'arrivée au pouvoir de la junte, il y a ce sentiment que vous connaissez très bien, le sentiment anti-français, nourri et entretenu également par la junte au Niger comme au Mali, alors que ces pays du Sahel ont besoin quand même de lutter contre le terrorisme. C'est vrai que depuis les coups de putsch, le terrorisme n'a pas cessé, aussi bien au Niger qu'au Mali. Et donc je pense aujourd'hui que c'est vrai qu'ils veulent le départ des Français, des 1500, on va dire ça, à peu près militaires qui sont au Niger et dans le Sahel, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que c'est la bonne stratégie? On se pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une autre force qui est en train d'être convoitée, ou du moins qui convoite le Niger, et qui fait que... Notamment Wagner, pour ne pas la nommer. qui fait que le Niger aujourd'hui est dans cette posture parce qu'ils ne sont pas prêts à négocier. C'est vrai que pour certains, ça sera un signe de faiblesse pour la France peut-être, mais de vouloir retirer les troupes et puis finalement son ambassadeur, ça va être un signe de faiblesse. Pour beaucoup d'analystes politiques, c'est un signe de faiblesse. Et pour d'autres, c'est que le Niger veut se départir du colon, du pays colonisateur. Est-ce que le Niger pourra le faire? Est-ce que le Niger a les ressources qu'il faut pour pouvoir le faire? Parce que c'est vrai qu'on a tout fait de voir le putsch, la junte, le sentiment anti-français. On a tout fait de mettre les failles qu'on a constatées au niveau de la gestion de nos États. On a tout fait de dénoncer tout ça, de pointer du doigt la France comme le pays qui est quand même derrière toutes ces failles, toutes ces mauvaises gouvernances qu'on constate au sommet de nos États, notamment le pillage des ressources. C'est vrai qu'au Niger, il y a de l'uranium exploité par la France notamment. Par la France notamment. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'il faut que la junte puisse quand même essayer de prendre le recul nécessaire et analyser pour ne pas se laisser emporter par ce sentiment anti-français. Au-delà de ce sentiment anti-français, c'est de penser également au peuple du Niger. Au peuple nigérien, il faut préciser, selon les informations qu'on a reçues dernièrement, que les salaires ce mois, par exemple, ont été perçus à raison de la moitié, pour être totalement précis sur la question. Alors, oui, accord militaire rompu, Hamzat Abdoulaye, l'ambassadeur sommé de quitter le territoire national. Et face à tout ça, la France qui oppose un non catégorique
Que comprendre? Alors, beaucoup de choses. Déjà, quand vous suivez la dernière intervention publique du chef de l'État français par rapport à la question lors de la rencontre avec les diplomates et ambassadeurs, il faut comprendre une chose assez claire, c'est que la France a une ligne précise par rapport à ce qu'elle pense de ce qu'est un État, de ce qu'est la démocratie au sein d'un État et de ce qu'est aussi le respect des textes et des lois au sein d'un État. Ça, c'est dans le droit international aussi des choses qu'on peut comprendre. Mais en face de la position du chef de l'État français, qui peut se comprendre, parce que c'est accepter déjà un État ou reconnaître un État, c'est parce qu'on a suffisamment investi en termes de partenariat, en termes de stratégie. Et quand vous évoquez tout à l'heure les accords de coopération, c'est pas un hasard en réalité, tout est lié. Donc je pense que sa défense de cet État qui est perdu, qui est déchu à travers le président Mohamed Bazoum, c'est une façon de défendre les intérêts de la France. Et comme le rappelait le général Charles de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Donc là où sont les intérêts de la France, il est clair que le chef de l'État français puisse défendre ses intérêts. Ce qu'on peut comprendre. En revanche, ce qu'on peut moins comprendre, c'est qu'on est face aujourd'hui à un état d'exception. C'est-à-dire on a un coup d'État. Alors, s'il faut reconnaître ce coup d'État ou non, c'est un autre débat. Mais jusqu'à présent, la France, évidemment, ne reconnaît pas. Exactement. Enfin, la situation évolue. La situation évolue. Parce que, comme l'a rappelé mon confrère tout à l'heure, la ministre des Affaires étrangères a fait des déclarations qui vont dans ce sens. Et aussi, si vous suivez un peu ce qui se dit dans le giron de l'actualité, il y a un début, en tout cas, de discussion dans ce sens. Mais ça reste des discussions militaires, pas encore politiques ou administratives. Donc ça, on peut comprendre. Pour revenir à la position du chef de l'État français, qui défend évidemment les intérêts français, on oublie une chose très importante, c'est que quand on évoque l'État souverain, il est très important de ne pas s'impliquer directement. Et ça, les partenaires occidentaux du Niger l'ont rappelé, les Américains aussi l'ont rappelé, en ne s'ingérant pas dans cette crise interne qui implique les Nigériens qui doivent trouver des solutions qui leur sont propres. Et ça, c'est des choses qu'on souligne parfois dans le mauvais sens du côté de la France, qui reste malheureusement dans une stratégie hégémonique de domination aussi, hégémonique, qui ne reconnaît pas forcément les réalités, surtout quand il s'agit des territoires anciennement colonisés par elle. Donc ça, c'est une chose importante. La deuxième chose aussi qu'il faut noter par rapport à tout ça, c'est que nous sommes dans un changement global. Depuis la crise du Covid, on a subi et suivi aussi le changement de la géopolitique dans le sens propre du terme. Avec aussi le début de la guerre en plein cœur de l'Europe, on voit aussi des différents changements qui impactent directement l'Afrique. Et face à ces multiples changements, les peuples qui ont d'ailleurs aussi accès à Internet, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, ont donc accès à l'information de façon plus rapide et de façon non contrôlée. Donc ça a un impact direct sur l'influence et l'opinion de la masse. Alors face à cette opinion de la masse africaine, qui revendique d'une certaine façon un droit à la réelle indépendance, qui reste quand même de l'utopie, quand il n'y a pas de réelle indépendance qui existe. Mais il faut être clair par rapport à une chose, c'est que les intérêts des peuples africains aujourd'hui vont dans le sens contraire de l'intérêt des Français. Oui, des Occidentaux. Ça, c'est une certitude. Pas des Occidentaux dans le sens général, mais dans le sens des Français. Des Français, ok, dans le cas d'espèce, oui. Il faut situer aussi une chose, c'est que face à tous ces embrouillamini qui s'installent dans la sous-région, les accords commerciaux n'ont pas été rompus de façon totale. Pour l'instant, on parle juste de l'accord militaire et aussi des partenariats et coopérations stratégiques établis. Il faut dire aussi, et je finis là-dessus, que la France, pendant ces 2 dernières décennies, a commis peut-être une erreur de la lecture d'appréciation sur le terrain, dans le Sahel. Et ça a joué contre eux.
je suis certain que les diplomates français, je suis certain aussi que les cadres français vont trouver la méthode, la bonne méthode, surtout pour se réinventer dans cette zone qui demeure stratégique. J'évoquais tout à l'heure que le Sahel était en réalité la frontière sud de l'Europe. Parce que si il y a une certaine déflagration dans le Sahel, ça a des répercussions d'une façon ou d'une autre sur l'Europe, sur le continent européen, à travers déjà la migration qui reste un problème toujours discuté dans la sphère occidentale. Alors, cette posture du président français et donc du gouvernement français qui divise aussi quand même la classe politique française elle-même. Exactement. Je pense que la situation n'est pas... je ne pense pas que la situation soit tenable longtemps pour la France. Pour la France? Oui, rester. Pourquoi faire? Déjà que la junte ne veut pas d'elle. Rester pourquoi faire? Je pense que ça ne pourra pas tenir longtemps, ce bras de fer. Mieux, il est motivé selon moi, ce bras de fer. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, le contexte au Niger et dans la sous-région pousse la France au dehors, parce qu'il y a un sentiment anti-français qui est né et entretenu par les juntes. Et mieux, pourquoi? Moi, je pense que la situation n'est pas tenable longtemps. Qui sont ceux qui entretiennent ce sentiment anti-français? C'est la force de la population africaine. Ce sont les jeunes qui entretiennent ce sentiment. Et dans une situation pareille, il a rappelé, quand le contexte de la junte, on ne sait pas jusqu'où ira cette junte-là, ça peut déboucher à tout moment. Et quand vous voyez les manifestations dans les rues de Niamey, ce sont les jeunes et ils vont partout. On se dit, est-ce que quand les jeunes vont décider d'aller à l'ambassade de la France, est-ce qu'on pourra les retenir? Est-ce que cette jeunesse aussi n'est pas instrumentalisée finalement? Bon, même si elle est instrumentalisée, il faut vous dire que ce sentiment, je l'ai dit quand vous m'avez fait ma première question. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, je ne vous coupe pas, que la junte justement nourrit exprès ce sentiment anti... Alors on a l'impression nourrit exprès ce sentiment anti-français pour justifier d'une manière ou d'une autre eh bien, sa posture dans ce bras de fer et en même temps se trouver une sorte de légitimité. Non, en fait, c'est même la justification que la junte donne en ce qui concerne, pour pouvoir opérer les coups d'État. On dit et que ça ne va pas. On dit que le président, qui est renversé, serait en train de faire le jeu de la France. Et donc, quand ils viennent comme ça, ils se disent qu'ils sont venus pour défendre les intérêts des choses, des peuples, du peuple, et soit pour renverser la loi et tout ce que vous connaissez. Et donc, moi, je pense que c'est un peu ça. C'est pas forcément qu'ils sont en train d'instrumentaliser, mais on a tout fait de mettre les failles qu'on a constatées sous Bazoum, dans le cas des espèces, sous Bazoum, il a fait des accords avec la France qui n'arrangeaient pas le Niger. Et donc, c'est pourquoi l'armée est venue prendre le pouvoir. Encore que on peut avoir des choses à dire par rapport à ça. Et donc, quand c'est comme ça, les jeunes ont tout fait de descendre dans les rues pour pouvoir dire, donner, prendre la France comme le problème, le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas au Niger. Et donc, c'est un peu ça à mon avis. Vous faites bien de parler du Niger, du Burkina, parce qu'on est dans le même schéma finalement. J'aimerais quand même apporter un élément important, c'est qu'en 2013, vous avez un cas de figure intéressant, c'est-à-dire le Mali était en proie à une menace djihadiste et l'État était aussi en proie à une implosion à l'interne en quittant la partie nord vers le sud. Et je pense que les djihadistes étaient même aux portes de Bamako. Puis la France a intervenu sous demande du Mali, histoire de gérer la crise sécuritaire qu'il y avait en ce moment. Alors, il y a eu l'opération Serval pour régler le problème. Alors, l'opération Serval a été une opération réussie, comme on peut le dire, parce que ça s'est fait en 3-4 mois avec une stratégie bien précise qui consistait à repousser l'attaque des terroristes et des djihadistes, qui consistait à faire régner une nouvelle fois l'état de droit au Mali. Alors, ensuite, la force Serval s'est muée en force Barkhane. Et c'est là où tout a commencé en réalité en 2014. Jusqu'en 2023, aujourd'hui on parle du Niger, mais tout a commencé en 2014 avec cette force Barkhane qui n'a pas su réellement mesurer l'ampleur de la situation, qui n'a pas su réellement avoir une feuille de route
pour justement juguler le problème du terrorisme, qui n'est pas en réalité que terrorisme en griffe. Il s'agit d'un problème beaucoup plus social, qui incluait toutes les couches sociales maliennes et du Sahel. Donc les gens ne vont pas vers les armes parce que ils ont envie de le faire. Non, c'est parce qu'ils ont faim déjà, c'est parce qu'ils estiment qu'ils sont lésés par les politiques. Et j'allais revenir aux politiques. Depuis 1960, vous avez des systèmes de démocratie qui ont eu la bénédiction de l'Occident et qui malheureusement ont délaissé ces jeunes-là. On parle d'une jeunesse très importante en Afrique, mais de 60 en 2020 ou 23, la jeunesse a été abandonnée. Donc vous avez une classe politique qui a la confiance des partenaires occidentaux au détriment des populations qui les ont élus. Donc ces gouvernants ont perdu avec le temps de la légitimité. De la crédibilité. Ce qui fait que les coups d'État sont applaudis, justement parce que les dirigeants ont failli à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau de la gestion de l'insécurité alimentaire. L'Afrique n'a pas évolué pour autant de 60 en 2020. Et l'insécurité sanitaire avec Covid, on a vu un peu ce que ça a donné. L'insécurité environnementale qui est en train de monter avec les défis climatiques. Et tout ça, c'est des signes auxquels sont sous les dirigeants politiques. On a l'impression qu'ils sont sous. Ce n'est plus qu'une impression, parce que quand vous prenez les analyses, quand vous prenez les chiffres, tout part dans ce sens. C'est-à-dire, on a des dirigeants politiques qui se sont murés dans un confort qui est plus ou moins systémique. C'est-à-dire, on parle de système à système, et on délaisse la masse à la base. Et ça a changé. C'est en train de changer justement avec les facteurs que j'ai évoqués, coronavirus, guerre en Europe, l'Internet qui s'est démocratisé. Oui. Et oui, je comprends votre question quand vous évoquez tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas une influence? Mais ce n'est que la conséquence directe de ce qui pouvait arriver, de tout ce qui pouvait arriver. Parce que si vous délaissez la jeunesse, si vous délaissez la masse, il va arriver un moment où cette masse va revendiquer un certain droit tout de même à ce qu'on puisse porter plus d'attention à ce problème. Et c'est ça le nœud de la question. Et je finirai là-dessus en disant, bien entendu, il s'agira, et ça je salue l'initiative du chef de l'État français qui veut redéployer la stratégie de la France, non seulement dans le Sahel, mais dans toute l'Afrique. Parce que la France est en train de comprendre que la politique axée vers le soutien aux gouvernants, uniquement aux gouvernants, uniquement aux partenaires stratégiques, étatiques, aux déçus, n'a pas pour autant fonctionné. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, et ça je salue donc cette initiative, veut axer la diplomatie française, veut axer la coopération française vers justement le social, vers les sociétés civiles, vers la culture. Par exemple. Et c'est ça le nœud de la question. Cette partie a longtemps été oubliée. Et aujourd'hui, je crois que si cette stratégie est redéfinie, on peut peut-être aller vers... gagne un peu l'estime des peuples africains. C'est toujours possible, parce qu'en diplomatie, rien n'est gagné d'office. D'accord. Il faut savoir en tout cas donc, sur le sujet de ce bras de fer entre la France et la junte au pouvoir, la situation a un peu évolué puisqu'on parle désormais de discussions pour un redéploiement peut-être des militaires et de tout ce qui est matériel donc, au Niger, peut-être vers le Tchad ou le Bénin aussi, il ne faut pas le nier. Le Bénin fait partie désormais des derniers remparts de la France sur le continent. Le chef de l'État français l'a évoqué lors de cette conférence. Et le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire pourraient bénéficier justement d'un nouveau type de partenariat qui peut inclure justement l'accueil de ce dispositif au Niger. Toujours est-il que sur la situation donc, de l'ambassadeur, rien n'a bougé pour Alors, beaucoup de choses ont bougé. Beaucoup de choses ont bougé par rapport à... Pour finir, pour boucler la boucle, comme on le dit. Jusque-là, l'ambassadeur français n'a pas fait d'apparition publique. Donc, il y a des débats par rapport à la question, est-ce qu'il est toujours au Niger? Est-ce qu'il est toujours dans l'ambassade? Est-ce qu'il était parti en temps et tout ça? Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes
vers une situation de non-retour. C'est-à-dire, le Niger a fait une instruction par rapport à la situation de l'ambassadeur qui doit quitter le territoire nigérien. Mais c'est de la diplomatie, c'est des choses qui arrivent. Il peut arriver qu'un État qui accueille un ambassadeur, c'est déjà arrivé même au Bénin. le passé. Et je donnerai le cas dans les années 60 de l'Iran qui a fait une sorte d'injonction similaire à l'ambassadeur français à l'époque. Et c'était un peu parti en vrille. Mais il faut rappeler que le droit international met vraiment l'accent sur le respect, en tout cas, des décisions institutionnelles, étatiques, qui garantissent la souveraineté. Donc, si un État souverain fait ce type de décision, il est important, par respect pour le droit international, que cette décision soit... Sauf que la France, jusqu'à présent, ne reconnaît pas donc, le pouvoir nigérien, notamment du CNSP. C'est un débat qui va se poursuivre évidemment sur les réseaux, mais également sur nos antennes à d'autres occasions. Merci beaucoup, Sergino Lokossou. Merci Hamzat Abdoulaye. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden à la présentation, Maury Agua.